Alors, bonsoir à tous, on va commencer. Bienvenue. Alors, je me présente, Marie Lagier, je suis chef d'équipe aux consultations publiques. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette soirée, cette assemblée publique de consultation sur le projet du développement résidentiel Maria Goretti. Donc, ce soir, c'est la deuxième assemblée. On a eu une assemblée la semaine dernière. Et puis, ce soir, on fait une deuxième assemblée publique en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. À ma gauche, M. Claude Lavoie, qui est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, donc le district qui est concerné par le projet, et il est aussi président de l'arrondissement de Charlesbourg. Ensuite, nous avons M. Dave Côté, qui est conseiller à la planification du transport au service du transport et de la mobilité intelligente. Toujours à gauche, nous avons Mme Florence Boudreau-Pinot, qui est conseillère en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. À ma droite, M. Emmanuel Bell, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion du territoire. Donc, c'est lui qui va vous présenter les projets de modification réglementaire. Je vais vous expliquer comment ça se déroule. Et puis, à sa droite, nous avons M. Étienne Pelletier, qui est conseiller en développement économique, aussi dans le même service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Donc, la séance de ce soir, elle est enregistrée. Donc, on a une caméra, on filme ici le devant et puis les citoyens qui viendront s'exprimer. On enregistre aussi le son parce qu'on vise à rendre public ensuite l'enregistrement et aussi pour nous permettre de rédiger le rapport de consultation. D'ailleurs, l'enregistrement de la semaine dernière a été mis en ligne sur le site Internet de la Ville depuis hier. La présentation aussi PowerPoint qui vous est faite est déjà en ligne aussi sur le site web de la Ville. Donc, ça aussi, vous pouvez la consulter. Et par la suite, il y a aussi une consultation écrite de 7 jours. Donc, vous avez l'occasion, en plus de ce soir, en plus de ceux qui étaient là la semaine dernière aussi, vous pouvez encore faire vos commentaires, poser des questions durant 7 jours. Il y a un petit formulaire sur le site Internet. Puis, au besoin, vous communiquez avec mon collègue Ernesto Salvador Cobos, qui est présent ici avec nous, qui est en charge de la consultation et qui va rédiger le rapport ensuite. Donc, juste vous dire, la semaine dernière, on avait quand même 25 personnes qui étaient présentes. Je ne sais pas parmi vous ici ce soir combien étaient présents la semaine dernière, juste pour qu'on ait une idée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes étaient présentes la semaine dernière. Donc, tous les autres, on va vous compter, puis on saura, dans le fond, combien de nouvelles personnes on a ce soir. En tout, on a fait une distribution dans les boîtes aux lettres pour inviter les citoyens à la consultation publique. On a diffusé près de 1100 invitations dans les boîtes aux lettres. Ça s'est fait dans la semaine du 20 novembre. Et il y a aussi eu un avis public légal publié là, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sur le site Internet là, par notre service du greffe. Alors, la façon dont ça va se passer ce soir, on va vous faire une présentation et puis ensuite, il y aura une période de questions. Je vais vous revenir avec les règles pour la période de questions et de commentaires. Donc, avant la présentation, je vais donner la parole à M. Lavoie pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Mme Lagier. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je vais regarder. Merci beaucoup d'être là ce soir, à cette froide soirée de décembre. Merci aux gens de la Ville aussi de vous être libérés pour venir vraiment à la rencontre des citoyens. C'est un moment important. Donc, comme on le sait, plusieurs étapes ont été franchies. Je reprends essentiellement là, les lignes de la semaine dernière. Plusieurs étapes ont été franchies, donc, depuis le début de ce projet en 2011. Donc, un acte réglementaire est requis afin de finaliser la construction du bâtiment résidentiel de la phase 1. Le récent processus de conciliation et de médiation mis en place a permis d'en arriver à une entente. Chose importante à préciser, ce processus-là s'inscrit dans une démarche de participation publique. Il ne s'agit pas aucunement d'une démarche juridique. Alors, elle s'inscrit vraiment dans le cadre de la loi sur la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est une démarche de participation innovante que la Ville a mis en place
pour tenter de proposer des modifications réglementaires qui tiennent compte des différents éléments qui ont été mentionnés au cours de l'ensemble du processus. Donc, l'idée, c'était vraiment de consulter les gens pour en arriver à un projet de règlement adapté aux conditions de l'entente. Ce que je n'avais pas mentionné la semaine passée aussi et qui est important de mentionner, vous savez, à la Ville de Québec, vous l'avez probablement entendu dans les journaux, il y a actuellement, et malheureusement, ça ne va pas se tarir de sitôt, il y a actuellement une pénurie de logements. Donc, et ce projet, naturellement, servirait nécessairement à combler ou à être une réponse à cette pénurie. Vous savez qu'actuellement, dans Charlebourg, par exemple, le taux d'inoccupation actuellement est de 0,6 %. On sait que le seuil viable est de 3 % pour assurer une rotation, pour assurer un accès au logement au plus grand nombre. Alors, il y a une nécessité de construire de nouveaux logements et la Ville de Québec est ferme dans ses intentions-là. Et ce projet-là s'inscrit dans cette volonté d'offrir l'accès au logement à un plus grand nombre de personnes possible. Alors, voilà. Donc, n'hésitez pas, il y aura une présentation, la même présentation que la semaine dernière par M. Bell, et ensuite, nous ouvrirons les questions. Bonne soirée. Parfait, merci. Donc, ce soir, donc, on est dans la consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et par la suite, la consultation écrite se poursuit avec, donc, pendant 7 jours en vertu de la politique de participation publique de la Ville. Alors, à vous la parole, M. Bell. Merci, Madame Lagier. Bonsoir à tous. Donc, c'est moi qui vous fais la présentation de la modification réglementaire. Donc, ça va être exactement la même qu'on a faite la semaine dernière. Donc, ça concerne le projet Maria Goretti au 7245 avenue Paul Comtois. Et c'est le projet de règlement RCA 4 VQ 227. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va aborder. D'abord, l'objectif de l'activité de ce soir pour le replacer dans le processus de changement de zonage pour que ce soit bien clair pour tous. La localisation et l'historique du projet. Le processus de conciliation et de médiation qui a eu lieu avant le processus de changement de zonage. La présentation du projet immobilier. Les modifications réglementaires qui sont dans le règlement qui fait l'objet de la consultation et les prochaines étapes. Donc, l'objectif de l'activité de ce soir et de la semaine passée, c'est la consultation publique. Donc, à l'écran, vous avez un schéma du processus de modification du règlement d'urbanisme que je vais vous résumer. Donc, ce soir, on se trouve dans le petit carré bleu à la deuxième soirée de consultation. Préalablement, il y a eu une adoption du projet de modification réglementaire, donc le fameux règlement RCA 4 VQ 227, qui a été approuvé par le conseil d'arrondissement. Ce qui nous emmène dans le processus de modification de zonage dans la période de consultation publique. À partir de demain, il y aura une consultation écrite. Donc, on continue à recevoir des questions, des commentaires écrits par rapport au projet de règlement pendant 7 jours. Par la suite, il y aura un choix à faire au conseil d'arrondissement, adopter le règlement tel quel ou faire une modification du règlement. Suite à cette adoption, on arrive à la période d'approbation référendaire de 8 jours. Ça, c'est la période durant laquelle les gens qui veulent déposer une demande de référendum pour contester le projet de règlement peuvent le faire. Par la suite, s'il n'y a pas de demande référendaire pour enclencher un processus de référendum, dans ce cas-là, c'est l'adoption du règlement, puis l'entrée en vigueur. Localisation et historique du projet. Donc, à l'écran, vous avez la localisation du terrain dont on parle ce soir, qui fait l'objet du projet. Donc, dans l'image du centre, c'est le terrain que vous avez en bleu. On reconnaît le bâtiment déjà construit, la phase 1 du projet. Vous avez aussi à droite une image du terrain visé avec le bâtiment existant à droite et le terrain qui reste à développer. Au niveau de l'historique, donc c'est un projet qui a été initié en 2011 avec une première modification réglementaire. À droite, vous avez l'image du projet qui était prévu à l'époque. On parlait de 172 logements. C'était un bâtiment résidentiel qui était connecté à l'église existante. Donc, l'église se trouve ici, c'est ça que je vous montre à l'écran. Et en fait, le contour rouge, pour bien comprendre, c'est le bâtiment qui a été construit. Donc, ce qui se trouve sur le terrain aujourd'hui, c'est le bâtiment qui a le profil rouge sur le toit. Donc, c'est un projet qui a été autorisé par un règlement spécial en vertu de l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec. Ensuite, en 2012, il y a eu construction de la première phase. Donc, les 63 premiers logements ont été construits. Ça correspond au bâtiment qui est actuellement
existants sur le site. En 2015, il y a une demande de modification du règlement pour venir modifier le projet. L'objet essentiel étant de permettre la démolition de l'église, puis pour pouvoir faire un agrandissement sans venir se rattacher à l'église pour des problèmes structurels. Donc, il y a eu une modification du règlement spécial. Le nombre de logements avait été diminué dans la nouvelle version à 167 logements. Le règlement issu de l'article 74.4 a été modifié. Ça autorisait la démolition de l'église, puis ça demandait une diminution du volume, notamment du côté de l'avenue Trudel, où on était venu diminuer à 4 étages, et aussi reprofiler le volume pour être parallèle à l'avenue Trudel. Finalement, une nouvelle version du projet a été présentée en 2020, qui a fait aussi l'objet d'une demande de modification du règlement d'urbanisme. Donc, cette fois, on était à 158 logements. Et là, on venait introduire une nouvelle typologie le long de l'avenue Trudel avec des résidences, des maisons de petits gabarits collées, alignées le long de l'avenue Trudel et avec quand même un agrandissement à l'arrière du bâtiment existant. Ça a fait un processus de modification du règlement d'urbanisme qui a finalement été retiré faute d'acceptabilité sociale. Donc, suite à ces processus de modification réglementaire, il y a un processus de conciliation et de médiation qui a été mis en place par la ville avant d'en arriver à un processus de changement de nom qu'on vous présente ce soir. Donc, au niveau de ce processus de médiation, qui s'est déroulé de décembre 2022 à août 2023, la ville a mandaté maître Louis-Marie Vachon, avocat, médiateur et arbitre. L'objectif de ce processus était rapprocher et concilier les différentes parties impliquées dans le processus afin de trouver une voie de passage menant à la finalisation du projet. C'est une démarche innovante préconisée par la ville. C'est la première fois qu'on mettait en place un tel processus de participation avant une modification de zonage dans le cadre d'un projet immobilier. Le processus a donné lieu à plusieurs rencontres tripartites entre les promoteurs, les porte-parole des citoyens et des dirigeants du conseil d'administration du syndicat de copropriété qui représentaient les gens qui habitent le bâtiment actuel. Suite à ces rencontres, le processus a débouché sur une proposition d'entente qui a été distribuée aux citoyens du secteur qui ont pu donner leur avis finalement sur cette entente. Dans les prochaines pages, je vais revenir sur les points de l'entente en question. Donc, c'était une entente qui date du 2 mai 2023. Donc, là, je vous lis les points qui se trouvaient dans cette entente. Donc, les promoteurs construiront un maximum de 36 unités de condos dans un espace d'environ 135 pieds à partir du bâtiment déjà construit au 72-45 Paul Comtois. Les promoteurs construiront un maximum de 9 maisons en rangée dans l'espace d'environ 95 pieds entre le boulevard Cloutier et les 36 unités de condos construites. Les promoteurs construiront un maximum de 15 maisons en rangée dans l'avenue Trudel. Le ratio de stationnement disponible pour les propriétaires ou locataires des unités de condos sera de 1,3 par unité. Les promoteurs s'engagent à remettre dans les prochaines semaines aux intervenants quelques esquisses de traitements architecturaux montrant des aménagements possibles des maisons en rangée sur le boulevard Cloutier et dans l'avenue Trudel. L'aménagement des maisons en rangée devra avoir le moins d'impact visuel possible, particulièrement sur le boulevard Cloutier. Et les fondations des maisons en rangée construites sur le boulevard Cloutier devront être enfouies dans le sol le plus possible. Suite à cette entente finalement qui a été transmise, il y a plusieurs réponses il y a plusieurs questions et commentaires qui ont été fournis à la ville concernant différentes thématiques. Donc, l'ensemble des réponses que la ville a fournies dans le cadre de ces thématiques détaillées se trouvent dans un document qui a été mis sur la plateforme citoyenne. Puis, ceux qui consulteront en ligne la présentation, il y a un lien intégré à la présentation qui amène directement sur ce document qui vient détailler les réponses pour chacune des thématiques. Pour résumer chacune, donc, au niveau de la sécurité des écoliers qui avait été évoquée, donc la réponse était à l'effet que la ville a une stratégie de sécurité routière aux abords des écoles. Puis, dans le cadre particulier de l'école des Constellations, il y a plusieurs aménagements qui étaient prévus, dont certains qui ont été réalisés, comme le gonflement de certains trottoirs aux intersections, l'ajout de panneaux lumineux pour la vitesse aux abords de l'école. La question du périmètre de l'école surchargée qui avait été évoquée. À ce niveau-là, il n'y avait pas d'enjeu dans la mesure où il y a des écoles sur le territoire qui sont dans des milieux beaucoup plus denses, puis il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Au niveau de la densification trop forte, là, on explique le processus de densification de la ville, en fait, qui se fait à l'intérieur du périmètre urbain de la ville pour ne pas étendre l'étalement urbain, étendre le périmètre urbain au-delà des limites actuelles de la ville. Donc, il y a une reconstruction de la ville sur la ville. Puis, les propriétés conventuelles ou religieuses font régulièrement ce type
voir également ce type de projet résidentiel de densité arriver, parce que c'est des espaces très vastes qui se trouvent à l'intérieur du périmètre urbain et sur lesquels on peut réaliser ce type de développement. Dans ce projet en tant que tel, la densité a été diminuée par rapport à la version originale de 2011, là, que je vous présentais, d'un tiers. On passait de 150 logements à l'hectare à environ 100 logements à l'hectare aujourd'hui. Pour le ratio de stationnement de 1,3 cases par logement qui a été questionné. Donc, d'une part, il faut comprendre que c'est un ratio qui est supérieur au ratio de la ville minimum, qui est de 1,2 cases dans les milieux résidentiels. Actuellement, le projet ne répond pas au standard minimal, étant donné que le projet n'est pas finalisé. On a à peu près un ratio de 1 case par logement. Donc, les ratios actuellement sont insuffisants. Puis, aussi, la ville peut légiférer sur le stationnement sur rue. Donc, s'il advenait des enjeux au niveau du stationnement sur rue, la ville est toujours en mesure de venir légiférer si c'était requis. Au niveau de l'augmentation de la circulation, selon les analyses qui ont été faites en fait, au cours des années avec les différentes versions de projet, il n'y a pas d'augmentation significative qui est anticipée. Il y a juste l'intersection 76e Pitrudel, qui est la sortie du quartier, qui va être observée, puis il y aura éventuellement, si c'était requis, des ajustements à cette intersection. Le réseau électrique surchargé, il y avait une inquiétude à savoir si c'était un enjeu, mais en fait, dans le fond, les besoins électriques sont analysés en fonction de chaque projet. Puis, dans le fond, les équipements doivent être adaptés à chacun des projets, mais ça n'a pas d'incidence sur le réseau du quartier. Pour les jardins communautaires, ça a été aussi beaucoup questionné, la possibilité de mettre un jardin communautaire sur le terrain. Donc, pour cette thématique vraiment particulière, je vais laisser ma collègue Florence vous entretenir de ça. Et alors, la Ville fait différentes actions pour encourager l'agriculture de proximité, notamment grâce à l'adoption du plan d'action d'agriculture urbaine depuis 3 ans. On fait beaucoup d'efforts pour augmenter l'offre en jardinage parce qu'on sait qu'il y a un besoin. Puis on souhaite répondre à ce besoin-là parce qu'on sait également que les jardins peuvent être des lieux de socialisation, de rencontres, favoriser des habitudes de vie. Lorsqu'on fait la sélection du quartier pour créer des nouveaux jardins, eh bien, on fait vraiment une réflexion à l'échelle de la ville. Puis, en fait, on priorise des quartiers dans lesquels les besoins sont les plus criants. Donc, on parle des quartiers qui sont densément peuplés, où on a la présence d'îlots de chaleur, où on a également une clientèle qui est plus vulnérable. Donc, à la lumière de ces analyses-là, eh bien, le quartier 4 ne fait pas partie des quartiers prioritaires pour l'aménagement d'un jardin dans les prochaines années. Par contre, on sait que la demande en jardinage demeure. C'est pourquoi la Ville a différents programmes pour encourager et soutenir l'aménagement de jardins qui ne serait pas nécessairement un jardin communautaire municipal. Donc, on peut penser à l'appel de projet pour l'aménagement de jardins partagés. Donc, la Ville soutient financièrement des projets collectifs, des projets qui sont portés par les citoyens ou par des organismes. Puis, en fait, qui permet l'aménagement de bacs en libre partage ou en jardin qui ne se ferait pas sur un terrain municipal. Donc, je vous invite à parcourir la page web de la Ville là, concernant l'agriculture urbaine pour retrouver les différentes mesures que la Ville prend pour encourager les citoyens à faire de l'agriculture urbaine autrement que dans un jardin communautaire standard. Merci Florence. Donc, maintenant, on va voir le projet immobilier en tant que tel. Donc, la nouvelle version 2023. Donc là, vous avez le plan d'implantation, puis on va voir l'image 3D par la suite. Donc, la nouvelle version propose une division du terrain en 5 nouveaux lots, pour un total de 123 logements. Il y aurait 99 appartements dans le bâtiment existant, avec donc 63 unités en gris, c'est le bâtiment qui est déjà construit, donc 63 unités existantes, et un agrandissement en arrière avec un ajout de 36 unités. Donc une section à 5 étages, une section à 3 étages, avec un ratio de 1,3 cases par logement. Également, aménagement de 24 maisons rangées dans 4 nouveaux bâtiments, donc le long de l'avenue Trudel et le long du boulevard Cloutier, avec 2 cases par logement, puis des aires de stationnement qui seraient intégrées au bâtiment par l'arrière des bâtiments, et non pas avec des aires de stationnement devant les façades. Là, on voit les éléments de l'entente que j'ai mentionnés plus tôt, dans le fond, illustrés sur le plan pour mieux comprendre. Donc, l'entente parlait d'un maximum de 36 unités de condos d'environ plus ou moins 135 pieds à partir du bâtiment construit. Donc, c'est cette section ici. On disait aussi 9 maisons rangées dans l'espace de 95 pieds qu'il y a entre le boulevard Cloutier puis le bâtiment construit. Donc, c'est cet espace ici, puis c'est ça les 9 maisons rangées dont on parle, et 15 maisons rangées du côté de l'avenue Trudel. Donc, c'est celle qui se trouve en bas de l'image.
Maintenant, au niveau de l'illustration 3D, donc là, je vous identifie, ce que je vous pointe ici, c'est le bâtiment existant, donc celui qui est construit sur le site. Donc, on voit l'agrandissement sur 5 étages ici en arrière et l'autre section sur 3 étages. Puis on voit les maisons, cette fois du côté du boulevard Cloutier, avec l'accès au stationnement vers l'arrière ici, et les maisons qui se trouvent sur le boulevard Trudel. Ici, on a un accès qui est plus large que les autres, à 11 mètres au lieu de 10 mètres. C'est pour la gestion des matières résiduelles, donc pour le camion qui vient faire la collecte des résidus. Ici, on a des illustrations plus du mur latéral. Ça, c'est pour illustrer le mur latéral existant en métal blanc qui est non fini et qui devra être fini avec les mêmes matériaux que le bâtiment et les autres parties existantes du bâtiment. Donc, on retrouve la pierre puis la brique qui devrait être modifiée pour ce mur-là. Ici, on voit une comparaison des deux versions de projet, donc la version 2023 à droite puis la version 2020 à gauche. Donc, à gauche, on voyait les maisons sur Trudel. On voit ce qui a été rajouté, c'est donc une rangée de maisons du côté du boulevard Cloutier ici, ce qui fait diminuer l'agrandissement prévu à l'arrière du bâtiment. Là, on avait une prolongation de 6 étages, puis on diminue à 4 étages. Donc là, on a un agrandissement finalement qui est moins profond et moins haut, avec une section à 5 étages, puis une section à 3 étages. Au niveau des comparatifs, donc là, c'est plus les chiffres au niveau des 4 versions de projet, si on veut. Donc, on partait de 172 logements à 123 logements aujourd'hui. J'ai dit plus tôt la densité, donc on était à 150 logements par hectare, on est environ à 107 logements par hectare. Au niveau des bâtiments, les premières versions, on avait un seul bâtiment multifamilial. Puis là, dans les dernières versions, on a plus de bâtiments parce qu'on est autorisé des gabarits plus petits. Donc, ça se voit dans les nombres d'étages. On était à 4-6 étages dans les premières versions du bâtiment. Et finalement, aujourd'hui, on a un bâtiment de 3 à 6 pour le multi, puis des bâtiments à 2 étages pour les maisons. Maintenant, au niveau des modifications réglementaires, donc le contenu du règlement qui fait l'objet de la consultation. Donc, c'est les changements réglementaires qui sont proposés au règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme. Donc, dans le règlement de l'urbanisme, on vient modifier le plan de zonage, on va venir créer des nouvelles zones et on va venir créer 2 nouvelles grilles pour les 2 nouvelles zones qu'on vient créer. Donc, le projet de règlement qui fait l'objet de la consultation, vous avez son nom ici. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 45063 PA. C'est le RCA 4 VQ 227. Donc, c'est un règlement de zonage et il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il est possible de faire une demande de référendum pour s'opposer à ce projet de règlement. Donc, au niveau des modifications, d'abord la modification du plan de zonage. Donc, vous voyez, le terrain dont on parle se trouve dans la zone 45063 PA, complètement en bas de votre écran ici. On a fait un petit zoom ici pour mieux voir. Donc, c'est ce terrain-là dont on parle. On va venir scinder le terrain. On va venir intégrer 2 nouvelles zones finalement dans la section sud de la zone 45063. D'abord, une zone 45107 HB qui correspond aux maisons qui seraient le long de Cloutier puis Trudel, et une zone 45108 HC pour la finalisation du bâtiment multilogement ici. Pour mieux comprendre les limites des zones, on a superposé le projet que je vous ai montré tantôt. Donc, on voit bien la 45108 HC ici, donc, qui dans le fond circonscrit vraiment le terrain du bâtiment multilogement, et l'autre zone, c'est pour l'autre typologie qui est prévue le long de Cloutier et Trudel. Donc maintenant, on va regarder chacune des grilles de zonage. Donc, on va commencer par la 45107 HB, donc la zone qui longe les rues ici. Donc, à gauche, vous avez toujours les normes actuelles, sachant qu'actuellement, le terrain est dans la zone 45063 PA, donc il y a une zone institutionnelle dans laquelle il y a des usages commerciaux ou institutionnels qui sont autorisés. Et à droite, c'est les normes projetées. Donc, vous voyez, on autorise 3 à 8 logements dans un bâtiment pour cette zone-ci. Au niveau de la hauteur, on vient diminuer la hauteur, 9 mètres de hauteur maximale, puis 2 étages pour ces bâtiments. Au niveau des marges, ça c'est l'implantation sur le terrain, donc on vient ajuster les marges, on diminue la marge avant, la marge latérale, on vient retirer la marge combinée et diminuer la marge arrière. On ajoute certaines normes particulières, donc on prohibe le stationnement devant les façades, comme j'expliquais, pour qu'il n'y ait pas de stationnement en fait devant chacune des maisons. On prescrit aucune distance entre l'aire de stationnement puis le bâtiment, puisqu'on a une allée qui sera à l'arrière des bâtiments pour accéder au garage.
Et on permet un accès à 11 mètres pour la gestion, au lieu de 10 mètres, là, pour la gestion des matières usuelles, c'est ici sur Cloutier. Au niveau de l'air vert, on vient augmenter de 20 à 25% le pourcentage d'air vert par l'eau. Au niveau des arbres à planter, normalement, c'est un arbre pour chaque 15 mètres de ligne avant de l'eau. On vient diminuer à un arbre pour chaque 10 mètres de ligne avant. Dans le fond, on a une exigence plus forte pour avoir plus de plantations devant ces façades-ci. Au niveau des enseignes, là, on fait un ajustement parce qu'on passe d'une zone institutionnelle à une zone résidentielle. Donc, on vient ajuster les normes d'enseigne. Si on regarde la deuxième zone maintenant, donc c'est la zone 45-108 en bleu ici. Donc, c'est pour le multi-logement. Donc, cette fois, on vient autoriser les usages H1 logement pour 99 logements maximum. Au niveau de la hauteur, on augmente la hauteur à 21 mètres, ce qui correspond à la hauteur du bâtiment existant. On maintient le nombre maximum de 3 étages. Le but, c'est de gérer vraiment par superficie de projection au sol les étages qui seraient au-dessus du 3e étage. Puis ça s'explique avec l'image que vous avez à l'écran. Dans le fond, on autorise 3 étages et toutes les hauteurs qui sont supérieures à 3 étages, on les gère avec une superficie précise. Donc, vous voyez, en bleu, c'est 715 mètres carrés qui peut atteindre 4 étages. Ça correspond à la partie bleue à 4 étages existante. 860 mètres carrés qui peut atteindre 5 étages, ça correspond à la partie de 5 étages existante et à l'agrandissement à l'arrière ici. Et 850 mètres carrés qui peut atteindre 6 étages, ça correspond à la partie existante à 6 étages. Et le total de ces surhauteurs, donc, totalise 2425 mètres carrés. Donc, c'est très précis, en fait. C'est vraiment un zonage très, très précis qui est fait en fonction des hauteurs qui sont autorisées pour le bâtiment et qui vient vraiment encadrer les hauteurs telles qu'elles vous sont illustrées dans le projet. Au niveau des marges, on vient aussi réviser les marges pour cette zone-ci. On modifie la marge latérale, puis la marge arrière. L'aire verte, également, on vient augmenter de 20 à 25% l'aire verte sur le terrain. La norme d'un arbre à chaque 15 mètres d'une ligne avant s'applique également. Mais dans le cadre de ce projet, étant donné que c'est un projet de 9 logements et plus, on a ici une norme de plantation en fonction de l'aire verte. Donc, c'est un arbre qui est exigé par 100 mètres carrés d'aire verte. Donc, ça fait un minimum de 17 arbres qui vont être requis sur le terrain. Également, dans cette zone, on met une exigence en termes de matériaux de revêtement. Aujourd'hui, il n'y a aucune exigence, mais on vient ajouter 80% de pierres et de briques sur tous les murs du bâtiment. C'est la norme qu'on avait dans le règlement d'origine. C'est pour ça que le bâtiment est composé en majorité de pierres et briques. Donc, on vient reconduire cette norme. Puis, on vient également modifier le régime pour les enseignes comme précédemment, puisqu'on passe d'une zone institutionnelle à une zone résidentielle. Donc, globalement, ce qui est proposé comme modification réglementaire, c'est de créer 2 nouvelles zones pour le terrain. Une zone permettant la finalisation du bâtiment existant par l'ajout d'une partie à 5 et 3 étages. C'est la zone en bleu, 45-108 HC, que vous avez ici. Et la deuxième zone vise à permettre une construction d'une nouvelle typologie de 2 étages du côté du boulevard Coutier et de l'avenue Trudel. C'est la zone 45-107 HB. Donc, si on regarde les prochaines étapes, donc ce soir, on est dans la 2e soirée de consultation publique. Ce qui est prévu à partir de demain, c'est une consultation écrite de 7 jours jusqu'au 21 décembre. Par la suite, il y aura une décision à prendre au conseil d'arrondissement. Donc, si c'est une adoption du projet de règlement et un avis de motion, ce serait le 23 janvier. Ça déclencherait la période d'approbation référendaire, donc le fameux 8 jours pour déposer une demande référendaire. Ce serait entre le 24 janvier et le 1er février. S'il n'y a aucune demande référendaire qui est déposée, ce serait une adoption du règlement le 27 février pour une entrée en vigueur au mois de mars. Donc, c'est ce qui vient compléter la présentation. Alors, merci, M. Bell. Merci beaucoup. Donc, on peut arrêter le partage d'écran pour l'instant parce que comme on enregistre, comme ça, on va pouvoir avoir la caméra sur nous. Voilà, parfait. Excellent. Merci. Donc, je vous explique un petit peu comment on va fonctionner pour la période de questions et commentaires. La semaine dernière, on a tenu une première séance. Comme je vous disais, il y avait 25 personnes qui étaient présentes environ, c'est ça, hein? On a compté 25 personnes. Ce soir, vous êtes 17 personnes, mais parmi vous, il y en a quand même une dizaine au moins, ou 12 qui étaient présents aussi la semaine dernière. Plusieurs personnes se sont exprimées la semaine dernière. Donc, moi, ce soir, je vais donner la priorité de temps de parole aux personnes qui ne se sont pas déjà exprimées.
on va vous donner la priorité. Je vous invite, si vous voulez prendre la parole, à venir près du micro ici. Donc, vous pouvez vous lever puis peut-être venir dans la liste centrale, nous expliquer à quel titre vous intervenez. Est-ce que vous êtes un résident proche du secteur? Est-ce que vous êtes en fait, si vous nous dites environ où vous êtes, ça va nous aider à mieux comprendre votre point de vue. Excusez-moi, je vois des gens qui sourient, mais je veux juste j'explique les consignes, on doit le faire. C'est comme ça, on est dans un processus en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la politique de participation publique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je vous demanderai de vous exprimer dans le respect de toutes les opinions ce soir, OK? Donc, je ne vais pas tolérer d'intimidation, de propos qui sont déplaisants, irrespectueux. Donc, ça va être important. On veut que tout le monde se sente à l'aise de s'exprimer. C'est un projet on le sait, qui suscite des émotions vives, et c'est correct. C'est normal de vivre ces émotions-là, mais on doit quand même communiquer dans le respect des autres pour que tout le monde se sente à l'aise de parler. Donc voilà, on va se donner un temps de parole de 2-3 minutes par personne pour commencer, pour voir, pour permettre à tous ceux qui souhaitent le faire de s'exprimer. Également, s'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise de parler à haute voix devant tout le monde, vous pourrez le faire pendant la consultation écrite de 7 jours. Ce serait important de nous donner votre opinion en remplissant le formulaire de consultation écrite. Tout ça va être compilé dans le rapport de consultation qui sera déposé aux élus au conseil d'arrondissement par la suite là, pour décision. Donc, vous avez vu les dates qui vous ont été présentées. Est-ce qu'il y a d'autres consignes à donner, Ernesto? Ça va? Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient prendre la parole ce soir? Vous pouvez poser des questions sur le projet. Et je vous invite à nous dire, on est vraiment sur le projet de modification réglementaire. Donc, par rapport à ce qui vous a été présenté, le bâtiment, l'agrandissement par l'arrière, les maisons en rangée, si vous avez des commentaires là-dessus ou sur les autres éléments de modification réglementaire. Oui, monsieur, présentez-vous. Bonsoir. Bruno Labrec, président du quartier. Président du quartier, oui. Quand le projet original nous a été poussé dans le fond de la gorge par la ville en invoquant la charte qui disait qu'en fonction de la superficie, il n'y avait pas de possibilité de référendum, il y avait la conversion d'une partie de l'église en salle communautaire et aussi en logement, pas en logement, mais en locaux pour les organismes communautaires. À cette époque-là, il y avait une partie de l'école Constellation qui était l'ancien siège social de la commission scolaire, que justement l'école reprenait comme locaux. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont dû se reloger ailleurs. Après ça, l'église est disparue, les locaux sont disparus. Et dans le projet-là, il n'y en est pas question sur le terrain. Et moi, ce n'est pas la question qu'il n'y en ait pas question sur le terrain. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais à côté, on a l'école Constellation, on a le terrain de jeu, l'OTJ, si c'est encore son nom qu'on peut l'appeler, dans lequel il y a quelques locaux, mais tu sais, on n'entend rien de la ville qui dit, ouais, c'est vrai, on a fait une affaire pas tout à fait correcte il y a 7-8 ans ou 10 ans, là. Peut-être qu'on pourrait penser à une augmentation d'offres de ce type de locaux-là pour ce genre d'organisme-là parmi les terrains et les bâtiments existants de ça. Et le deuxième point que je voudrais apporter, j'espère que ce coup-là, il va y avoir des ententes avec le promoteur pour qu'il y ait les sous pour réaliser cette affaire-là, pour pas qu'on se retrouve dans 10 ans encore avec un projet inachevé qui a fait que des perdants et qui n'est pas terminé et qui va nécessiter une autre modification réglementaire. Et par rapport à ce que j'ai vu là, étant conscient que le bâtiment est là et il ne pourra pas disparaître, ça m'apparaît quand même un compromis. C'est un compromis, mais c'est un compromis qui m'apparaît potable, acceptable. Merci. Merci, merci M. Labrec. Est-ce qu'on a des réponses à donner par rapport aux locaux et à l'église? En bonne note. On note? OK. Mais juste pour dire, c'est que l'école n'est pas un bâtiment de la ville, donc la ville ne peut pas accueillir des gens là, mais... Sur le même, on s'entend qu'il est sur la même unité de zonage, il y a le bâtiment du terrain de jeu. Mais sur notre site, là, c'est pas prévu parce qu'on est dans un site privé. Et c'était quand même quelque chose pour le pousser dans le fond de la gorge. C'était un argument parce que pour invoquer cet article de charte-là, il y avait un besoin
l'usage communautaire. La ville n'a pas le droit de changer des zonages juste pour le plaisir d'un promoteur qui veut faire du cash. Il y avait ce côté-là qui avait été présenté à l'époque. En fait, OK, à l'époque, peut-être, je n'étais pas là, mais en fait, pour l'article 74.4, il faut, pour l'invoquer pour un projet résidentiel, il faut qu'il y ait 25 000 m² de superficie de plancher pour un usage résidentiel. Donc, peut-être qu'à l'époque, c'était évoqué Vous avez parlé des locaux communautaires. Ouais, mais dans le calcul, c'est la superficie de plancher résidentielle qui compte pour le 74.4. Mais Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ça peut être juste des locaux de. il n'y a pas besoin privé. d'espace communautaire, c'est ça que je voulais dire. Là, Il y avait quand même ce qu'il avait présenté comme ça, en disant qu'il avait retenu les attentes de profit du promoteur en disant cette église-là a été payée par la communauté et on va faire en sorte d'en recycler une partie pour qu'elle demeure dans la communauté. OK, parfait. Merci. Merci pour ce commentaire, M. Labrec. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite s'exprimer qui n'avait pas pris la parole déjà une première fois la semaine dernière? N'hésitez pas à nous dire là, par rapport au projet qui vous a été présenté, un peu comme M. Labrec l'a fait, là, ce que vous en pensez. Ça va nous éclairer. Non? Personne? Oui, madame, bonsoir. Oui. Comment? Renelle Rouleau. Bonsoir, bienvenue. Oui. Moi, je suis résidente de Marie-Anglevoisie. OK. Et aujourd'hui, j'ai regardé de nouveau le projet et franchement, étant donné qu'il manque des logements dans Charlebourg, je trouve que c'est un très beau projet. Et le promoteur a fait de compromis, puis ça bien acceptable. Alors, je trouverais ça bien dommage qu'on n'ait pas le dans OK, parfait. Merci, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Eh bien, oui, les questions sont permises aussi, tout à fait. Oui. Supposons qu'on n'arrive pas à une entente, ce qui se passe là. Est-ce qu'étant donné qu'on manque de logement, moi j'ai une question pour M. Bell ou M. Lacroix. Est-ce que si la Ville achetait supposons, là, que la Ville décidait d'acheter le terrain, les procédures à faire pour faire des logements sociaux, ça serait quoi? Est-ce qu'on a la même chose qu'on fait présentement? Consulter, modifier le règlement? Je pose une question. C'est une question pour M. Bell. Au niveau réglementaire, c'est pas prévu que la Ville achète le terrain, mais pour la question des logements sociaux, effectivement, ça c'est un autre type de projet qui peut passer par l'article 74.4 de la Charte de la Ville. Donc, il y a différents types de projets qui sont éligibles avec cet article-là. Donc, effectivement, pour les logements sociaux, partout sur le territoire de la Ville, généralement, c'est des règlements spéciaux qui sont faits avec l'article 74.4 pour autoriser ces projets. Donc, c'est pas un changement de zonage référendaire comme on présente ce soir. Donc ça ressemble à l'ancienne version du projet, si vous voulez. Donc, c'est un règlement spécial qui est préparé par la Ville pour autoriser un projet de logement social sur un lot précis. Puis, la Charte ne demande même pas de faire des consultations. Généralement, la Ville fait des séances d'information pour informer les citoyens. Mais selon le processus législatif, ce n'est pas prévu de faire des consultations pour ce type de projet précis. Et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire comme un changement de zonage. Vous vouliez compléter, M. Lavoie? Peut-être d'ajouter que vous savez que le nombre d'unités allouées à une ville pour le logement social est limité. Alors, il y a un paquet de paramètres qui entrent aussi en ligne de compte dans ce type de projet-là. Il faut que la ville ait les disponibilités financières pour faire le projet, mais il faut aussi que les unités soient allouées par le gouvernement du Québec pour que une ville puisse aller de l'avant. Alors, c'est très complexe comme projet. Oui, alors s'il n'y a pas d'autres gens qui ne se sont pas déjà exprimés, je vais vous donner la parole à M. Weber. C'est ça? Une bonne mémoire. Ouais. Excellent, merci. M. Weber qui réside la rue Poirier, c'est ça, avenue Poirier? C'est des bonnes notes ou une bonne mémoire, je ne sais pas, mais OK. Juste, bon, on ne viendra pas sur ce qu'on a décrit comme une parodie de consultation d'entente. Hein. OK, j'espère que vous avez compris. Je voulais savoir qui a décidé de poursuivre
Parce que de poursuivre sur votre processus actuel, qui a signé, vous devez avoir le nom de la personne qui a signé. Parce que quand on lit le rapport de Maître Vachon, si je ne me trompe pas, quand on lit le rapport, puis quand on lit la conclusion, je ne sais pas, c'est pas la même personne qui a écrit la conclusion que le rapport. C'est pas possible, parce que ça colle pas. Là, si c'est un avocat d'expérience, comme certains ont dit, il aurait dû arrêter le processus immédiatement. Parce qu'il y a même des résidents qui étaient là qui ont dit, vous n'avez pas consulté tout le monde. Donc moi, je ne comprends pas que ça n'a pas été arrêté immédiatement, que c'était repris sous une bonne forme. Non, ça a été continué. Puis quand on lit le rapport, c'est hallucinant. On parle de 5 personnes, 4 personnes. On finit avec 2 personnes, puis à la fin, il conclut que c'est une belle entente pour tout le monde du quartier. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors moi, je veux savoir qui a décidé de continuer sur ça, basé sur rien, sur du vent. OK. On va peut-être apporter des contribuables. Alors, et moi, la semaine dernière, j'ai demandé combien a coûté la consultation d'avocat. J'espère que vous avez les chiffres ce soir. Vous devez les donner, on les paye avec on vous les donnera, les chiffres. Alors, vous ne les avez pas amenés ce soir. On va donner des précisions. Il y a d'autres personnes qui ont des documents, notamment le mandat qui a été convenu. Avez-vous amené le mandat ce soir? Alors, laissez-nous vous répondre, M. Weber, OK? On va prendre le temps de vous répondre. Donc, d'abord, par rapport au processus de consultation, donc, faut comprendre que là, on est dans une modification réglementaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est pour aller de l'avant en consultation, pour suivre le processus de modification réglementaire, on tient une consultation. C'est cette consultation qu'on tient ce soir. Et ce sont les élus du conseil d'arrondissement qui ont donné leur OK pour qu'on aille de l'avant en consultation publique. Donc, basé sur le projet de modification réglementaire qui leur a été présenté par les urbanistes. Ils ont dit, OK, on est à l'aise d'aller en consultation avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'adopte, on donne le OK d'aller en consultation. Donc, c'est ça, c'est l'objet de ce soir. S'il vous plaît, monsieur. Non, monsieur Weber, s'il vous plaît. J'explique le processus. OK, n'importe qui dans la ville peut faire une demande de modification réglementaire, que ce soit un promoteur ou un simple particulier. C'est un processus qui est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et puis au niveau consultation par la politique de participation publique. Donc ça, c'est n'importe quel propriétaire dans la ville peut faire ça. Donc, je vous explique le processus. Là. Au niveau du processus de médiation maintenant, ce n'est pas un processus de médiation légal au niveau juridique, là. Donc, on peut vous apporter les mêmes précisions qu'on a données la semaine dernière. On peut les répéter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là ce soir. Est-ce que soit M. Lefebvre ou Ernesto, on peut expliquer à nouveau le processus? Puis si vous avez des questions sur le mandat qui a été donné à Maître Vachon également, on va vous répondre là-dessus. On est dans une démarche de participation publique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mandaté un médiateur conciliateur. Pas dans une approche, mais dans une approche de rapprocher des participants dans une nouvelle proposition. Que M. Vachon a allumé en fait, c'est une proposition. Cette proposition-là a été faite en prenant les 3 parties impliquées, soit les gens de la première phase de Mario Goretti, les opposants qui ont été interpellés et le promoteur. On est arrivé à une proposition qui est acceptable par toutes les parties qui étaient représentées. On n'est pas dans un processus légal et juridique. Écoutez-moi, monsieur, qu'est-ce que je fais là? On a fait des gestes. Je n'ai pas le droit. Des gens qui sont en conflit d'intérêt. S'il vous plaît, M. Weber. Hein? Ils ne sont pas en conflit d'intérêt? Oui, s'il vous plaît, on vous demande de laisser M. Weber vous répondre. S'il vous plaît, M. Weber. Alors, il y a eu une démarche entre 3 parties qui sont arrivés à s'entendre sur une proposition qui leur semblait acceptable. Une fois que c'est fait, cette proposition-là a été reprise par le promoteur, qui a accepté de l'intégrer dans sa demande de modification réglementaire à la ville. Alors, lui, est propriétaire de son terrain, il fait une demande de modification réglementaire à la ville. Cette proposition de cette demande-là à la ville a été reçue par la ville, qui doit la traiter lorsqu'un propriétaire de terrain nous fait une demande de modification réglementaire. La proposition a été reçue par nos équipes d'urbanisme qui ont fait un règlement qui met encadré au plus juste cette proposition-là, qui était faite parce qu'elle reposait sur une entente entre 3 parties. Et là, aujourd'hui, cette proposition-là, elle est présentée dans le règlement qui est présenté aujourd'hui, et vous avez
tous les droits de la contester, de ne pas être d'accord, de faire une démarche référendaire. C'est un processus en vertu de la LAU qui est conforme à tous les autres processus qui se passent sur le territoire. Donc, c'est là qu'on en est. Alors, vous avez tous vos droits, on l'a expliqué de façon très claire. Il y a une démarche de participation qui est en cours. Il y a une consultation écrite qui va se poursuivre pendant les 8 prochains jours. Et au mois de janvier, vous aurez le droit de faire une demande d'ouverture de registre pour demander un référendum. Et s'il y a demande d'ouverture de registre, il y aura référendum. Et s'il y a une majorité qui s'oppose au projet, il n'y aura pas de projet. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que la loi vient encadrer la démarche. Alors, dites-nous pas que la démarche n'était pas légitime. On a interpellé des opposants pour arriver à faire un projet. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, positionnez-vous sur ce projet-là. Vous avez tous vos droits d'intervenir, de réagir et d'empêcher le projet si vous voulez. Mais on pense qu'il faut aller chercher une adhésion à un projet qui rend des gens malheureux depuis des années, qui rend d'autres malheureux depuis des années. Comment on peut arriver à une position de compromis à un moment donné qui fait en sorte qu'on s'en sorte, qu'on passe à d'autres choses dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens. Alors, c'est ça la démarche qu'on a mis en place. C'est là-dedans qu'on est aujourd'hui. Alors, vous avez tous vos privilèges de vous opposer au projet. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas déjà exprimées avant de... J'ai lancé l'invitation tout à l'heure. Ouais. Oui, mais attendez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Donc, M. Jobin. Oui, j'attends. Donc, de l'avenue Poirier. Oui, j'écoute. La difficulté qu'on a dans ce processus-là, et vous comprenez la frustration des gens, c'est qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'étaient pas là, j'en suis conscient. Peut-être un petit historique très important. Quand le projet est amené par l'ancien promoteur, c'est pour vous, si vous considérez bon, mais je ne connaissais pas. Par l'ancien promoteur, c'était un projet de grande envergure. Une première consultation par l'entreprise de une conseillère, Mme Doyle, un bras droit de notre chère mère de l'époque. On s'est rendu compte que ça ne fait pas. Ça, c'était Mme Doyle. Il y a eu une rencontre. Ils ont mis fin subrepticement à la rencontre parce qu'ils croyaient qu'il y avait des opposants dans la salle. Deuxième rencontre, cette fois-là, avec un bon adjoint de M. le maire, M. Picard. Il y a eu une rencontre, le grand assistant, je pense que c'était à la polyvalente de Charlebourg, où les gens se sont fermement opposés au projet. Donc, la ville est consciente et on arrive au moment où les gens s'opposent. La ville, pour contourner ça, donc pas par respect des intentions du citoyen, 74.4 de la Charte était imposée du citoyen. Alors, vous devez comprendre la frustration des gens. Bon, dans ce sens-là, vous devez être réceptif à ce qui se passe, tout à chacun. Donc, de deux, si mon souvenir est bon, quand c'était vendu ce terrain-là au promoteur de l'époque, Maître Webster, étant un des maris, m'avait mentionné, il dit on a réussi à vendre ce terrain-là. Il était informé par appel. Et si mon souvenir est bon, il y avait une clause où il fallait avoir un secteur communautaire sur le terrain, un bâtiment ou un espace. Je ne sais pas s'il y avait un volet religieux, je ne sais pas, je ne peux pas aller jusque-là, je ne l'ai pas vu encore. Il y avait ce que vous nous proposez, vous l'écartez. Si cette condition-là est effectivement incluse dans l'acte d'achat entre la paroisse, la communauté, et le promoteur de l'époque, cette obligation-là survit aux autres propriétaires, aux promoteurs actuels. Si tel est le cas, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'enfant. De deux, avec le schéma que vous avez montré tout à l'heure, il y a l'espèce de petit hôpital qui est à côté. Le CHSLD. Oui. Il y a des usagers qui prennent le stationnement actuel qui est abandonné, et de l'église. C'est occupé. Passer dans le jour, c'est occupé. Non seulement le stationnement, mais également la rue Vaucoutier et quelques rues avoisinantes. Vous avez même la rue Place Montclair, qui est occupée par des gens qui, soit des usagers, soit du personnel qui travaille là. Alors, en ajoutant plus de personnes dans la superficie, le problème va s'aggraver. J'ajoute, lorsqu'on a l'école, je reste sur la rue Poirier, vous avez l'école qui est juste à côté, et vous avez de part et d'autre des personnes qui travaillent au service de garde ou des enseignants qui mettent leur véhicule dans la rue. Et la ville fait le déneigement dans le jour. Les usagers sont là dans le jour. Alors, on s'avance avec les 3 tests dans ce secteur. J'ai tout dénoncé ça au médiateur. Et une ambulance ne passe pas, là. Je l'ai vu l'hiver passé, ça ne passe pas. Même le déneigeur encore moins, parce qu'il est même plus gros. Alors, je ne pense pas qu'on va simplifier la situation, on va l'aggraver. C'est ça, vous devez être conscient, tout un chacun, avant d'arriver à un projet de cette envergure. Et les gens disent qu'il n'y a pas d'entente.
Mais d'entrée de jeu, l'une de vos premières diapositives, dans le cadre de l'entente ou à la lumière de l'entente, voici ce qu'on propose. Je vais taire, je ne peux pas la faire, parce que le processus de médiation est ici. On n'a pas rencontré les parties, alors que ça apparaît dans votre vidéo que les parties ont été rencontrées. C'est la fausse représentation, c'est désolé. C'est la fausse représentation. Et c'est avec ça que vous allez de l'avant, vous dites une médiation, tout le monde a été consulté, d'un, et de deux, il y a une entente. C'est pas ça la réalité. Et on va d'accord avec ça. Monsieur Jobin, OK. Merci. OK, c'est noté. Je vous ai accordé un peu plus de temps, là, c'est correct. Merci. Donc, Je voudrais avoir l'entente. Je vous demandais à ce de passer. L'entente, on va faire ce que oui. Monsieur Connorel, il devrait bon pouvoir communiquer. Oui, puis c'est sur le site Internet aussi. Donc, les informations sont sur le site Internet, Ernesto? Le mandat donné au médiateur et le coût qui est assimilé. OK. On peut le partager. Alors, ouais, c'est ça. Il faut, on va vérifier. Il faut faire une demande via l'accès à l'information, mais ouais. On va vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous à qui on va l'adresser? Je crois à cette personne ou 6 personnes, oubliez ça. Ça va être à notre conseiller municipal. Ah ben oui, pas de problème. Parfait. Ouais. Merci. Et on vérifiera si elle est disponible maintenant ou sur demande d'accès. Parfait. Ah ben oui, mais gênez-vous surtout pas, on est en démocratie. C'est ça. Donc, parfait. Donc, puis on note là, vos préoccupations concernant le stationnement qui est occupé là, en journée, puis avec le déneigement. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous voulez répondre à ça, M. Côté? Oui, oui, absolument. On maintient toujours une vigie sur les conditions de stationnement. On suit aussi aux citoyens qui peuvent nous rapporter des situations. Puis celle que vous rapportez concernant l'ambulance, ça m'interpelle beaucoup. C'est à quel endroit, effectivement, que vous... Le point de contrôle et voirie. OK. Il déneige le jour, alors les véhicules sont là. Je ne peux pas décider si c'est stratégiquement intelligent ou pas, mais c'est ça la réalité. Alors les gens doivent travailler à l'école, à côté, puis ils vont encore un peu plus dans le centre de la rue. Les déneigeurs ne peuvent pas passer, puis avoir notre place. Parfait. C'est ça notre réalité qu'on vit ce matin. C'est noté. Mais on a déjà apporté quelques modifications aux conditions de stationnement en période hivernale, notamment pour entretenir le trottoir dernièrement. On a interdit le long de Paul Comtois face à la phase 1 du bâtiment, le stationnement la nuit pour assurer un entretien optimal pour les écoliers, parce que c'est un corridor scolaire. La même chose de l'autre côté sur Cloutier. En fait, quand le trottoir n'est pas assez large, on est obligé d'éliminer le stationnement sur eux. C'est ce qu'on a réalisé. Il y a déjà du stationnement qui est interdit l'hiver du côté des résidences face à la première phase sur Paul Comtois. S'il y a d'autres interventions à faire, on va procéder. Il n'y a aucune inquiétude à cet égard-là. Puis pour ce qui est du stationnement qui est occupé illégalement, je dirais, là, sur l'ancien site de l'église, si l'église avait été là, probablement que ça n'aurait pas été toléré. Fait que ces gens-là se seraient retrouvés sur la rue. Donc, projet ou pas, c'était une situation qui se présentait de toute manière. Pardon? Ça l'était déjà? Mais, OK, avant que le projet... OK. 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 Et une fois qu'ils vont se retrouver sur la rue, on va évaluer la situation. Parfait. On ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas réglementer d'avance quelque chose qu'on ne sait pas, ça va se répartir sur le territoire. Parfait, donc merci beaucoup. Est-ce que, donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions... OK. Oui. Donc, vous étiez là aussi la semaine dernière. Oui, parce qu'on veut entendre dans le micro. Donc, vous, c'était Monsieur Lavigueur, rue Trépanier. Oui. Est-ce qu'on pourrait revoir les deux zones là, qui ont été définies? Je vais m'assurer que je comprends bien. On va faire le partage d'écran à nouveau. Oui, parfait. Oui, ce ne sera pas long. Ça s'en vient. Excellent. Est-ce que Mais les zones, oui. Est-ce que le stationnement va être permis ici? Sur la rue? Sur La boulevard rue Trudel, puis la rue de boulevard Cloutier. Ben, sur l'avenue Trudel, il n'y a aucune raison de l'interdire. On a avec les saillies de trottoir qu'on a insérés à chaque intersection de part et d'autre de la section couronne. Ça crée une baie de stationnement. Donc, c'est voué à être du stationnement sur rue. Mais dans votre règlement, il n'y a pas une interdiction de stationner devant les... D'aires de stationnement. En fait, c'est interdit de mettre des aires de stationnement devant les façades. Stationnement hors rue. Hors rue, derrière le trottoir. devant les maisons. Devant les maisons. Et le trottoir. Exactement.
De toute façon, je ne sais pas s'il va rester assez d'espace pour mettre une voiture là. Oui, non, effectivement. Il n'y a pas de stationnement. OK, puis le long du boulevard Cloutier, vous vouliez savoir aussi le long du Oui, boulevard sur ces Cloutier? deux parties de rue-là, là, parce que vous créez une nouvelle zone. Là. Moi, j'avais cru comprendre que le stationnement serait interdit sur toute cette partie-là. Sur les terrains privés, Sur le devant terrain. les maisons. Sur le terrain. Ça va être en arrière de la propriété. Et là, vous avez dit il va y avoir 5 lots. C'est parce qu'il y a 5 séries de maisons. Oui, c'est ça. Il y en a OK. quatre. Oui, 5 bâtiments. OK. Oui, il y en a 4. Est-ce qu'on peut remontrer l'image, peut-être, où on voit les bâtiments? Ici. Ouais, OK. Il y a 5 lots, donc ça va être comme des copropriétés. Il y en a 5, il y en a 5. Est-ce qu'on peut identifier les 5? Un. Ici en haut. 1, 2, 3, 4. Plus le terrain de Maria Goretti. Plus l'édifice existant. Plus celui-là, c'est ça, qui est le 5e. Est-ce qu'on parle d'unité de maison ou bien si on parle de groupe de maisons? Parce que là, vous avez 5 lots. Oui, tout à fait. En fait, c'est. Il y a plus que 5 maisons là-dedans. Là. Il y en a 15. Non, non, en fait, c'est Le vraiment c'est des bâtiments avec des maisons contiguës collées les unes aux autres. Donc, mais vous avez Il y raison. a un seul lot. Un seul lot et un seul bâtiment principal. Mettons, regardez. Alors, il y a un seul lot pour ça. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas des résidences. Donc, c'est une individuelles, copropriété, tout à fait. C'est des copropriétés. C'est une copropriété avec des propriétés individuelles. Donc, c'est ça. Je voulais bien Puis, comprendre ça. puis ça va être la même chose, vous avez raison, pour les 3 autres. Et vous dites que ces nouvelles unités-là, c'est 1,3 cases. Elle, c'est 2 par logement parce que ce qui est prévu, c'est des garages à l'arrière des résidences. Donc, deux voitures par unité à Oui. cet endroit-là. Oui. Bon, OK, je comprends un peu mieux. Et puis, pour ce qui est de l'édifice actuel, il y a combien d'espaces de stationnement à l'intérieur de ça? De 60, une par unité en Oui, mais au total, monsieur. Et là, on va passer à 1,3. On est à 1,3 de ratio, mais le nombre total, Mais dans la situation actuelle, vous avez combien de cases? à peu près une par logement. C'est une case par logement. Mais comment se fait-il que s'il y a 63 unités, il y a 63 cases de stationnement, il y a toujours plein de voitures qui débordent sur la rue ici et sur les rues transversales? Ouais, J'ai fait plusieurs observations aux petites heures du matin avant que les résidents quittent leur propriété pour aller travailler, exemple, ou la fin de semaine, le soir. Et il y a environ 4 à 5 véhicules qui sont liés au bâtiment de la Phase 1 actuellement. Ils stationnent en façade plus près de l'avenue Trudel, en fait. C'est à peu près juste ça. Il n'y a à peu près pas de débordement actuellement à une case de logement, une case de stationnement par logement. On va augmenter le ratio à 1,3. En tout cas, moi, je passe là régulièrement, puis il me semble que j'ai toujours vu beaucoup de voitures là. Alors, j'en venais à la conclusion qu'il y avait moins de 63 espaces de stationnement dans l'édifice. Mais d'un autre côté, je suis déjà allé dans cet édifice-là, dans le stationnement, et j'avais l'impression qu'il y avait plus que 63 cases. Ben, c'est l'information qu'on a, une case par le logement. Juste ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'il paraît. Est-ce qu'il y a des résidents qui peuvent répondre à ça? Attendez, monsieur Lavigueur. Monsieur Lavigueur, à quel moment dans la journée vous passez sur la rue, juste pour particulièrement le soir, mais ça m'arrive de passer le jour. Évidemment, le jour, ben, ça peut varier, dépendant que c'est une fin de semaine ou un congé. Mais je note qu'il y a un achalandage. Il y a des travailleurs. C'est ça, la semaine, de jour, il y a des travailleurs. Mais je passais à 6 heures le matin, puis c'était 5-6 voitures, ils étaient concentrés, je vous dis, près de l'avenue Trudel. À chaque fois, j'y allais. Moi, je passe là le soir, la fin de semaine aussi. Alors, je présume que s'il y en a le soir, c'est parce que les gens vont passer la nuit là. Oui, c'est les mêmes. Ça dépend à quelle heure le soir. Hein? Ouais. J'imagine que les fins de semaine, ils sont là dans la rue. Oui. Et là, est-ce que je peux poser la question? Si vous n'avez pas la réponse, non, c'est ça, je voulais qu'on précise les heures, mais c'est correct, M. Côté a répondu. Donc, allez-y, l'autre question sur le nombre de stationnements dans le bâtiment. 63 cases dans le bâtiment extérieur. Oui. OK, puis c'est 63 cases qui sont dédiées à cette partie-là de bâtiment et non réservées pour d'autres unités de logement. Ça veut dire que si on agrandit ce bâtiment-là, là, comme c'est prévu, on va rajouter des cases de stationnement avec un ratio de 1,3. basé sur l'ensemble, la totalité.
Sur le lot, Sur la Sur nouvelle les partie. 90. sur l'ensemble, sur l'ensemble. Il y aura autour de 130 cases pour 90. En tout cas, moi, l'achalandage qu'on a parlé tout à l'heure, puis qu'on parle encore du stationnement, et que ça déborde sur les rues là, qui sont près de là, à cause des visiteurs qu'il y a au centre à côté, puis des enseignants qui sont là. Moi, je dis, en fait, la Ville, dans son document, disait on a d'autres solutions. Oui, on a d'autres solutions. Est-ce que, étant donné qu'on s'est déjà fait passer un règlement pour la construction de cet édifice-là, un jour, on arrivera qu'on dira oh, on va être obligé de sacrifier une partie du terrain de jeu, on va dire à la commission scolaire, donnez-nous de la place pour vos stationnements d'enseignants. Absolument pas. On n'est plus là. On n'est plus dans les années 60, 70. Ça n'arrivera jamais. Non, d'aucune Les façon. commissions scolaires, en plus de pouvoir gagner. Merci. Mais je peux juste compléter sur le stationnement. Il y a quelques critères qu'on a qui nous orientent dans nos décisions, à savoir s'assurer que la circulation est fluide et sécuritaire en regard des débits de circulation. Donc, une rue comme Montclair versus une rue comme Trudel, on n'a pas les mêmes débits de circulation. Donc, on peut accepter un peu plus d'occupation du stationnement. C'est toujours en lien avec la largeur de la chaussée. Pour faciliter son entretien hivernal aussi. Donc, c'est pour ça qu'à certains égards, on peut faire du stationnement par alternance de jours de semaine quand on cible des travailleurs du secteur. Une journée sur deux, ils stationnent un coup. Fait que ça permet de maintenir un niveau. Je pensais aux gens là, qui sont ici là, sur le boulevard Cloutier. Ouais. À un moment donné, en alternance, eux autres, actuellement, là, leur quiétude est déjà brisée. Et elle va l'être encore davantage parce que vous ajoutez des unités. Mais de mémoire, c'est pas Ces gens-là- d'alternance, c'est interdit de jours de semaine devant les résidences. En tout temps déjà. C'est un vieux règlement, on ferait plus ça aujourd'hui comme ça, mais on le laisse en place. OK. Donc, madame, vous habitez cette rue-là, vous... OK. OK, OK. C'est interdit à faire de chez moi, parce que c'est station pareil. OK. Donc, à ce moment-là... OK. OK. Merci. Juste une petite observation, là. On a parlé de signalisation, mais dans la période électorale, là, en partant de la 76e rue pour venir jusqu'au point de l'école, là, Le plan est inversé, en fait, monsieur. Le nord est en bas, là, donc. le plan est ici, là. OK. Mais en partant de la 76e rue pour aller au point de l'école, là, il y avait 37 ou 39 affiches. Méchante distraction pour les conducteurs. Probablement. Il y avait. Puis là, la ville n'a peut-être pas terminé l'ajout de signalisation. À un moment donné, faites le ménage là-dedans. Des panneaux électoraux? Il y a des panneaux électoraux, il y a des panneaux d'interdiction de ci, d'interdiction de ça. Là, ils ont posé une affiche qui entente avec le panneau de vitesse. Ouais. Tout ça. À un moment donné. Ça fait beaucoup d'affiches. OK. Puis les affiches électorales, là, ils les ont enlevées, là. Oui. OK. Mais n'empêche que si ça nuit à la sécurité, c'est bien de le signaler, là, parce que... C'est ça, mais 37 dans l'espace de 3,2. OK. Ah, OK, d'accord. Ah oui, d'accord. OK. Oui, monsieur. Oui, à nouveau. Oui. J'aimerais juste passer un petit commentaire, peut-être à M. Gauthier, pour la planification des transports, parce que l'avenue, voyons, du côté-là, c'est c'est Paul Comtois. C'est ça, l'avenue Paul Comtois, c'est aussi un corridor scolaire partagé avec les vélos. Ça mène Chaussée désignée, ça mène à un passage qui va sur la piste des cheminots. Oui. Et ça serait bien aussi, parce que, à un moment donné, quand il y a des stationnements, les deux côtés de la rue en même temps, puis il y a des vélos qui circulent, puis il y a des autos qui, pour qu'eux autres, la rue, c'est pour les chars, c'est pas pour les vélos. Ça serait important de le planifier aussi, ça, pour être sûr que tout ce monde-là peut être partagé la route, les vélos ont autant de droits à la route. Absolument. Nos collègues, en fait, ces collègues à la planification d'aménagement dans l'environnement ils ont une équipe de mobilité, en fait, puis ils font la prévision de tout le déploiement, la consolidation du réseau cyclable sur le territoire de la ville, puis ils ont certains critères pour consolider le réseau existant, en fait. Puis c'est souvent lié à des débits de circulation et à l'achalandage. L'avenue Paul-Comtois, c'est environ 750 véhicules par jour. Donc, c'est une circulation qui est plutôt faible. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une chaussée désignée. Parce que si on consolide un peu plus le lien cyclable, ça devient des bandes cyclables sur la chaussée. Et là, on est obligé d'interdire le stationnement sur les deux côtés de la rue. Donc, il y a une contrainte qui peut agacer les résidents aussi. Donc, il faut aller avec la bonne intervention pour répondre aux besoins. Oui, absolument. Considérez-le dans l'accroissement de volume, l'accroissement de nombre,
la gestion de tout. Parce que malheureusement, quand on parle du CHSLD qui entraîne du stationnement dans la rue, c'est parce que les CHSLD ont des stationnements payants pour les employés. Puis ça fait la même chose qui s'est fait autour de l'Atrium. Tous les employés veulent sauver 30$ par mois en pensant juste à leur mois et ils ne pensent pas aux résidents de ces localités-là et aux utilisateurs. C'est pour ça. Donc, il faut à ce moment-là, vous êtes obligé de le gérer avec les pancartes, mais si c'est ça, Ouais. Exact. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. OK, oui, M. Weber, puis ensuite, on verra si on conclut. Oui. Oui, vous avez expliqué, puis monsieur le directeur aussi expliqué le processus de comment chaque personne ou les propriétaires pourraient faire une demande. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi la ville, est-ce que la ville émet un jugement sur les projets avant les ans? Parce que on a vu le passé, il y a des gens qui ont résumé le passé. Est-ce que la ville a exprimé un jugement sur le projet? Parce que ceux qui sont les promoteurs, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent, c'est leur intérêt. Est-ce que la ville, pourquoi la ville ne le fait pas si elle a le droit de le faire? De dire, regarde, 10 minutes des ardeurs, c'est trop gros, c'est passé de choses. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est encore trop gros depuis la semaine dernière. 15 maisons, c'est un mur de maison qui va être là, l'autre mur de maison là. Dans le projet 2020, c'était juste 15 maisons, on en a rajouté 9 de plus. Pourquoi on ne répartit pas les 15 sur les deux rues, divisé par deux, le nombre de maisons, etc. Est-ce que la ville peut apporter son jugement, c'est-à-dire arrêter d'en rajouter tout le temps, empêcher, par exemple, une demande référendaire de règlement de poursuivre, par exemple, est-ce que vous avez ce rôle-là et ce pouvoir-là de... Parfait. Donc, au niveau du processus, M. Bell, allez-y. Je vais vous répondre, ça va rejoindre aussi une de vos interrogations de tantôt. Là, vous disiez c'est le promoteur qui a demandé la modification, mais en fait, ça se passe quasiment tout le temps comme ça. En fait, n'importe qui peut faire une demande de changement de zonage. Il y a des frais, hein, c'est plus de 5 000 $ pour faire une demande de changement de zonage à la ville. Donc, n'importe qui dépose une demande de changement de zonage à la ville. Nous, on analyse toutes les demandes qu'on reçoit dans les arrondissements, etc. On les soumet au conseil d'arrondissement concerné selon le territoire. Puis, c'est sûr, après, il y a une décision du conseil d'arrondissement d'aller de l'avant. Nous, on propose des projets de règlement par rapport à des dossiers, mais oui, généralement, il y a des discussions avec des promoteurs, puis des projets qui sont modifiés avant d'être présentés aux élus en conseil d'arrondissement. Là, le fameux processus de médiation-conciliation dont on parlait tant, là, ça, on ne le faisait jamais dans les processus de changement de zonage. Un promoteur dépose un projet, dit ça, c'est mon projet. Nous, on l'analyse, on peut faire des modifications, on soumet aux autorités politiques à savoir est-ce qu'on va de l'avant avec tel projet, on l'enclenche en processus. Mais là, vous comprenez la particularité de ce dossier depuis plusieurs années, etc. Donc là, il y a eu le processus de médiation avant tout, qui est arrivé à une entente, bon, pas à votre satisfaction, mais qui est arrivé à une entente. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on a reçu le projet qui ressortait de ce processus qu'on a parlé précédemment. Et c'est là qu'on a fait le règlement. Donc ce n'est pas tous les projets de promoteurs qui sont présentés, c'est ceux qui sont présentés en processus et en consultation, c'est ceux avec lesquels la ville est favorable à aller de là. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, oui, madame, vous n'avez pas pris, vous avez pas pris la parole, mais est-ce que M. Pelletier, vous vouliez compléter la réponse précédente? Oui, rapidement. Effectivement, puis quand on présente quelque chose comme ça, on a fait une évolution, on a fait l'analyse du dossier. Dans ce cas-ci, il y avait des prémices de base qu'on ne pouvait pas changer. Le bâtiment existant, sa hauteur, son gabarit. Après ça, lors des anciennes discussions, des échanges, des consultations, on a pris en note qu'est-ce qu'on avait reçu comme commentaire. Exemple, la maison arrangée avait été bien accueillie. Même le monde a dit, faites-nous juste ça. On dit, OK, on va essayer de trouver un principe ou un développement qui va tenir compte davantage de cette préoccupation-là. Malheureusement, le bâtiment qui est là, qui est existant, il fallait le compléter un peu. Hein. Il n'est pas conforme au niveau des normes du bâtiment. Il y a des problématiques à cause des murs qui sont temporaires. Donc, il fallait finaliser un peu les affaires. Au niveau du stationnement, ce n'était pas conforme. Donc là, on l'a agrandi un petit peu, mais au minimum de ce qu'on pouvait. Puis les maisons arrangées, ça venait faire comme une espèce de gradation. Et en même temps, ça cachait le bâtiment. Donc les gens nous disaient, c'est trop gros, on a ça dans la face, on ne veut plus le voir. Et on peut malheureusement pas le faire disparaître, on n'a pas de baguette magique. Donc, la solution qui a été apportée, c'est de mettre des maisons arrangées comme ça, puis de faire une espèce d'écran de bâti qui va faire en sorte que vous verrez à peu près plus le bâtiment, à part, bien sûr, sur la rue Paul-Condon. Également, il y avait une sécurité pour les étudiants là, qui était demandée, vu que c'était parcours scolaire. Donc, tous les accès véhiculaires ont été enlevés et c'était rentré parce que ça aurait été des entrées-sorties de reculons, des entrées standards.
Donc là, les gens rentrent par l'arrière et sortent d'avant. Donc, au niveau de la sécurité, ça venait encore donner un petit plus au projet par rapport à la sécurité, qui était une préoccupation lorsqu'on a fait les consultations. Donc, tout ça fait en sorte que quand on regarde ce projet-là, avec les prémices de base et les demandes qu'on a reçues des citoyens, c'est le projet qu'on pensait qui était peut-être le plus adéquat sur ça. Juste ajouter. Oui, une maison, c'est correct. Pourquoi les empiler, les condenser, faire un mur de maison? On sait que la dernière fois, 2 étages, ça sera trop. Si vous allez arriver à 2, le promoteur va faire 2,75 étages. Parce que vous savez que le règlement autorise enterrer le premier. Ça ne pourrait pas être acceptable. Donc, 2 étages, du coup, ça pourrait être presque à 3 étages. Alors, et ça, c'est trop gros encore. Juste par rapport aux normes là, de la hauteur, là, on va préciser ça. Pour les étages, effectivement, on ne compte pas les demi-sous-sols, donc une concurrence de 2 mètres. Mais vous voyez, dans l'entente, ce qui était mentionné, c'était, dans l'entente, c'est mentionné du côté du boulevard Cloutier, enterrer au maximum le sous-sol. Puis un point que je veux juste préciser là-dessus, parce que là, on va rentrer dans la technique, mais c'est correct, là, c'est que il y a ce qui va s'appliquer à ces bâtiments lorsque des permis de construction vont être déposés, c'est un PIA qu'on appelle. Là. PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est un outil urbanistique qui s'applique sur les bâtiments de 1 à 8 logements là, dans la ville. Donc, dès que quelqu'un veut construire une unifamiliale, un triplet jusqu'à 8 logements, il y a un PIA qui s'applique. Et le PIA, il y a des objectifs, des critères à respecter, notamment la hauteur du rez-de-chaussée par rapport aux voisins, les matériaux de revêtement, les couleurs, etc. Donc, ça, ce pas des normes concrètes, c'est des normes discrétionnaires qui sont analysées par notre service, soumis à un comité qui est le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, puis ensuite au conseil d'arrondissement. Et c'est le conseil d'arrondissement qui doit juger si le projet qui est présenté est acceptable. Mais donc, on a un levier pour gérer la hauteur du rez-de-chaussée, comme vous dites. On peut s'assurer qu'ils ne seront pas trop rehaussés dans ce cas-là. OK. Après, je vais donner la parole à la dame qui veut s'exprimer. Oui. Parce que je voyais le plan, j'avais une question par rapport à pourquoi sur pied et pas sur Trudel. Quand j'ai vu le plan, je dis, bah, c'est pareil, c'est le même dessin, en fait. Je ne comprends pas pourquoi dans on va dire l'entente, pourquoi ils ont parlé de Cloutier, de limiter hauteur et pas Trudel. Ça doit être pareil. Moi, je pense que je suis côté Trudel, je veux aussi qu'on limite la hauteur. Non, du côté Cloutier, parce qu'il y a des maisons. Cloutier. Voilà. Mais, alors, merci. Juste compléter là-dessus, parce que le PIA dont je parlais, l'objectif, c'est de venir harmoniser les hauteurs des rez-de-chaussée. Donc, c'est sûr, s'ils sont rabaissés sur Cloutier, on va demander une harmonie sur les 2 rues, de toute façon, au niveau des permis. OK. Parfait, merci. Puis, donc, monsieur qui est intervenu, vous aviez participé au processus de médiation, puis vous étiez là la semaine dernière aussi, hein? C'est bien ça? OK. Juste, c'était monsieur Drolet, hein? C'est ça? Oui, OK, parfait. Oui, alors... Non, c'est correct. C'est correct. Il y avait une dame qui souhaitait s'exprimer. Vous n'aviez pas pris la parole. Bonsoir, madame. C'est pour les restaurants. Parce que... OK, mais parlez fort à ce moment-là. OK. Non, mais c'est juste pour qu'on puisse bien vous entendre. Oui. J'en ai déjà vu lors de la séance extraordinaire avec M. Galvin. Je ne comprenais pas pourquoi l'urgence de changer le règlement, la modification du règlement. J'avais expliqué. Donc, ce soir, je me présente et j'ai 2 questions. Comment vous vous appelez, madame? Zanadokyo? Zanadokyo. OK. Et vous êtes dans quel secteur, vous? OK. Alors, moi, dans le processus de médiation, j'ai utilisé ça avec attention. Et lors de nos échanges, lundi extraordinaire, j'essaie de retrouver la date. C'est au conseil d'arrondissement? OK. Pourquoi étaient absents les représentants de l'école et les représentants des personnes âgées? Alors, je veux bien croire qu'il y avait 3 parties représentées ou tentatives de représentation. L'école va quand même avoir des constructions devant elle. Et le foyer, il y a déjà des problématiques de stationnement dans des périodes de pointe, après des visites de ses employés.
même pas dans le rapport qu'on voit leur position. On n'apprend même pas qui a été invité, etc., etc. Ça, c'est très soudain pour moi. D'autres choses, je suis arrivée peut-être un petit peu en retard, je m'excuse, mais Madame qui commence. Vous avez parlé d'enfants communautaires. Donc, moi, c'est depuis 3 ans maintenant que je fais des représentations auprès de nos élus, des nouvelles élections. Puis, je suis la qui aimerait avoir partie de ce terrain-là, utilisé par les citoyens de mon quartier pour un jardin communautaire. Alors, j'ai épluché la stratégie de la forêt urbaine. Nous avons déjà des arbres qui sont sur le terrain, qui sont malheureusement pas en train de présentement. Mais, j'ai l'impression que les arbres vont sauter, c'est notre part. Et j'ai aussi épluché tout ce qui est fait au jardin communautaire, les projets qui sont présentement dans la ville. J'en arrive pas encore à faire à la tête d'abord de mes projets. Pas parce que le terrain n'est pas à moi, c'est même pas mon problème. Mon problème, c'est que dans Charlebourg, on en a très, très. Lorsqu'on se compare à Louis, lorsqu'on se compare à Saint-Hubert, lorsqu'on se compare à Montbard, les Moineaux, ils sont plus de 12 jardins communautaires. Les accompagner, les autres, le terrain, la ville est là. Nous, on a fait la démonstration à monsieur et M. Leroy, les deux autres élus. Nous avons des appuis sur l'inventaire, chaque étude, l'UPA de la région de Québec et Portland. Donc, je veux dire, c'est pas des nonos, là. Ils ont quand même utilisé leur science à eux pour nous dire que ce serait peut-être possible, probable. L'UPA vient nous en aide pour évaluer la qualité du terre. Madame, si je peux me permettre, vous avez manqué le début de la présentation. Oui, on peut vous remettre la diapo si vous voulez et vous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y aura pas de jardin communautaire sur ce terrain. S'il vous plaît, si vous voulez, on peut vous expliquer. Tout le long, on parle de bâtiment. Tout le long, on parle de croissance, de circulation, de densification. Plus part, on parle de développement durable. Et pourtant, ce sont des valeurs de la ville. Plus part, on parle de végétaux. Moi, il y a un arbre au 3 mètres ou un arbre au 15 mètres. Il y en a déjà une vingtaine, si ce n'est pas plus, qui sont plantés. Ils sont là plus longtemps que le projet complet de préparation. Alors, moi, replanter des arbres, j'en ai déjà sur le terrain. Alors, parfait. Est-ce que vous voulez l'explication? C'est pas. OK. Donc, merci, madame. Oui. Comme vous le mentionnez, c'est vrai que dans l'arrondissement Charlebourg, il y a très peu de jardins, puis dans le quartier, il n'y en a pas. Par contre, de le comparer à un secteur comme Limoilou, qui est densément peuplé, où on a des îlots de chaleur où les gens n'ont pas accès à une cour, c'est des secteurs qui sont pour nous prioritaires en raison de la densité de la population. Donc, on va venir créer des pochettes de fraîcheur, des places où les gens peuvent aller socialiser parce qu'ils ne l'ont pas, parce qu'il y a trop d'appartements, parce que c'est également une clientèle qui est plus vulnérable et qui, sur le plan matériel et social, est parfois plus défavorisée. Donc, nous, à la ville, lorsqu'on fait une analyse de nos 35 quartiers, qu'on a une enveloppe financière qui est limitée, on va venir prioriser ce type de secteur-là. Par contre, comme je le mentionnais, on comprend que les jardins, c'est des lieux de socialisation, puis que c'est dommage qu'on n'en ait pas dans votre quartier. Puis, si on pouvait, on en mettrait partout des jardins où on peut en mettre. Par contre, il faut qu'on fasse une gestion adéquate de notre budget, puis qu'on soit également en mesure de s'occuper de nos 38 jardins qu'on a déjà là, sur le territoire de la ville. Donc, à proximité, il y a quand même le jardin des Roses, dans le quartier 4-2. Puis également le jardin. Orsainville. C'est le quartier Orsainville, maintenant. Ouais. Et le quartier, dans le jardin de la tomate joyeuse dans le parc Henri-Cazot. Donc, je vous invite peut-être à aller voir si c'est vraiment la volonté de jardiner, aller voir s'il y a de la place pour vous là, dans ces jardins-là, ou vous inscrire là, sur la liste d'attente. Puis, on sait que la liste d'attente est importante à la ville,
Puis, on tente par tous les moyens de la diminuer. Depuis 3 ans, on a créé 10 nouveaux jardins. On a fait 4 agrandissements. On a investi 3,8 millions pour faire des jardins à l'échelle de la ville. Mais ça ne suffira pas. Puis, c'est pour ça qu'on a d'autres programmes. Donc, par exemple, l'appel à projet pour les jardins partagés. Puis, la ville, on soutient financièrement l'aménagement de jardins sur des terrains qui sont non municipaux. Donc, ça pourrait être une option on a eu beaucoup de projets depuis les 8 dernières années. On a une 50aine de projets qui ont été réalisés dans des écoles, sur des terrains privés, dans des cours de CHSLD. Donc, il y a différents projets qui peuvent permettre justement de retrouver ce volet communautaire, ce volet social qu'offre le jardinage. Donc, ça peut être une option. On a également le programme Pouce vert pour mon quartier qui vous autorise à végétaliser l'espace vert, l'espace municipal. Donc, on vous permet de vous approprier l'espace municipal. Puis, on a également le programme on a le programme Pouce vert, on a l'appel de projet pour les jardins partagés. Puis, il y a également différentes initiatives qu'on a soutenues, par exemple, Croque ton quartier, qui est dans Beauport, qui est un organisme qui a créé des bacs en libre partage qui sont positionnés sur les cours avant des gens. Les gens sont invités à aller se partager les récoltes, puis à aller échanger ce qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un projet que nous, on a soutenu à la ville parce qu'on permet l'aménagement de potager en cours avant, donc utiliser l'espace que les gens ont pour faire des lieux de socialisation puis cultiver. Désolée, je voudrais vous dire qu'on peut aménager un jardin dans votre secteur, mais à court terme, à plus ou moins moyen terme, c'est pas un secteur qui On avait du forage de Noël, c'est vraiment intense. Et là, on s'en va vers l'extérieur. On a vu ça avec la pandémie. On se retrouve avec un terrain. On va juste avancer. Quand il y a peut-être, c'est même pas là qu'on devrait être. On devrait peut-être juste aider les propriétaires de contrat à terminer leur bâtiment. Penser autrement sur l'espace. Alors, c'était difficile de prévoir la circulation. Oui, les habitudes de circulation autour de l'occupation du stationnement. Oui, c'est ça. Par rapport au stationnement, par rapport à la ville, des voitures, par rapport aux véhicules devant l'école. Tous ces rapports-là, malheureusement, ce n'est pas encore respecté. Tandis que le jardin communautaire est là, en d'autres parties, c'est quoi le communautaire? C'est peut-être devenu, malheureusement, le processus d'initiation a écarté très rapidement. Je suis convaincue qu'il y avait des pistes de solutions pour le communautaire. Je suis convaincue qu'il y avait des pistes pour adhérer à un projet qui est beaucoup plus que du béton, de l'eau, de pierre, de fabrique. Parfait. Alors, en conclusion, oui. Les propriétaires de condos méritent mieux de ce que vous avez mis sur la table jusqu'à présent. J'en sens trop. On a la chance de faire quelque chose d'intelligent de l'inventeur. Venez avec vos anciens principes. Ça fait 12 ans qu'on fait des erreurs. OK. Essayons de sortir du carré. Essayons de passer vraiment à l'espace. Oui, parfait. Oui, parfait. Merci beaucoup. Ça veut pas dire que je n'ai pas été là. Ça veut dire depuis que le fait oui. À chaque fois, je répète sur le fait, à chaque fois, je fais tard. Moi, je suis alors, merci. Merci. Alors, on est dans un processus démocratique, là, où il y a d'autres étapes encore, puis vous pourrez vous opposer à ce qui est présenté, mais là, on discute du projet qui est présenté. C'est là-dessus qu'on vous consulte. Alors, parfait. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ça va? Donc, à ce moment-là, c'est ce qui mettrait fin à la consultation. Je donne le mot de la fin à M. Lavoie. Ben, écoutez, peut-être qu'on peut remettre la diapo des prochaines étapes. Moi, j'aime bien qu'on termine toujours, Emmanuel, si vous permettez, M. Bell, peut-être de les rappeler. Alors, la consultation écrite, important. Je sais que des gens qui comme disait Mme
Marie qui n'ose pas nécessairement prendre la parole. Alors, il y a la consultation écrite du 15 au 21 décembre. Et ensuite, là, bon, on ne vous le répétera pas, mais il y a vraiment il y a d'autres étapes là, qui sont à suivre si jamais on doit se rendre même jusqu'au registre et à la période d'approbation référendaire, on ira. Ça fait partie des outils, des leviers dont vous disposez. Tout à l'heure, on demandait qu'est-ce que la Ville pense du projet. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on cherche à densifier. On veut construire des logements pour loger nos gens, mais vous avez vos leviers démocratiques. Et si vous vous opposez au projet, on va respecter le vote populaire. Là. Peu importe ce qu'on souhaite ou on ne souhaite pas. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir et au plaisir. Merci. C'est sur le site? Oui. Oui, c'est sur le site Internet. Bonne question. C'est vraiment tout est sur le site la Je consultation. vais vous montrer. Là, Madame Lagier va vous le montrer. sur le site Internet, vous avez la page web ici. Quand vous allez sur le site de la Ville, donc vous tombez sur la page d'accueil comme ça ici. Vous allez dans Citoyen, l'onglet Citoyen. Ensuite, au milieu, vous avez Participation citoyenne. Mais sur votre carton, vous avez le lien court direct pour aller à cette section-là. Ouais. Et puis là, vous arrivez sur cette page-là. Et là, on l'a mis en haut de la page, le développement résidentiel Maria Goretti. Vous arrivez sur la page et vous allez ici, consultation écrite, le formulaire est là. OK? Merci beaucoup. Demain? Merci. Voilà, oui, c'est ça. Merci Parfait, beaucoup. merci. Moi, je suis